merci Gilda de nous accueillir dans ton restaurant. Merci à toi de venir et de prendre du temps pour m'écouter et puis savoir si ce que j'ai à dire intéresse du monde et déjà toi par la bonne occasion. Mais non, merci de venir dans ce lieu fabuleux qui est un peu compliqué dans cette période, mais on est à la fin du tunnel, donc on est content de rouvrir et que ce lieu revive. Ouais, pour recontextualiser, aujourd'hui, Ouais. parce que je ne sais pas quand l'émission sortira, on est après le 19 mai, les terrasses sont rouvertes, on ça. peut remettre en route la machine. Ouais, exactement. J'imagine que ça fait du bien à tout le monde, quoi. Ouais, on remet la machine que sur des extérieurs, on n'a pas l'intérieur de plein, c'est pour ça qu'on en profite d'être à l'intérieur pour faire cette petite interview. Et puis effectivement, de lancer la machine, c'est aussi, c'est surtout des hommes derrière. Et du coup, de reprendre avec eux une vie qu'on a oubliée pendant 8 mois, alors même si on a toujours été ouvert, mais de reprendre toutes les équipes en main, les bons dialogues, les bons discours, et beaucoup de choses ont changé en 8 mois, et les choses changent vite. Et du coup, il faut tout reprendre de fond et reprendre la confiance avec chacun d'entre eux. Ouais, reprendre les bonnes routines, les bons mécanismes de fonctionnement. Oui, parce que comme on est un gros bâtiment, mais effectivement l'humain est très important chez nous, on se rend compte que on est tous inégaux, et heureusement, on est tous inégaux, on a tous des façons de penser, des façons de voir différentes. Et quand on est dans une habitude de travail, de relations, et les choses, elles se font naturellement. Quand on perd ces liens-là, c'est pas inné, ça revient pas facilement. Il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui ont peur. La vie a changé. Et donc, à nous de savoir avec Solène si on est toujours dans leur priorité et est-ce qu'on peut les accompagner différemment, toujours pareil. Donc plus on est nombreux, plus ça prend du temps. Donc c'est le train est reparti sur de bonnes rails, sur les bons rails, et on est très content parce qu'au final, on a retrouvé tout le monde. Mais je pense que les gens ne vous auront pas oublié aussi, parce que on en parlera un peu plus tard, mais sur l'aspect communication, vous avez fait un gros effort qui était en plus, je trouve, très bien fait et intéressant. Alors, ça, c'est le vrai métier de Solène. Ouais. Hein, c'est plus qu'un métier, c'est sa passion. Et quand je dis c'est une passion, c'est-à-dire qu'après le travail, nous on a toujours travaillé, Solène passe entre 7 et 8 heures tous les jours. À regarder, à chercher, à puiser ailleurs sur comment font d'autres, et donc là, même en étant à la maison, elle prend du temps toujours pour faire ça, on est toujours à côté. Alors souvent elle me dit ça t'embête pas? Non, parce qu'elle s'éclate, je sens qu'elle le fait comme si c'était inné chez elle, donc, et ça fait 10 ans que ça dure, donc et c'est vrai que pour le coup ça permet d'avoir une visibilité aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est visible sur le monde médiatique, réseaux sociaux, on existe toujours, malgré une pandémie où on est fermé. Donc Solène est très très forte là-dessus et elle prend beaucoup de plaisir à le faire. Ouais, c'est un atout maître quand même d'avoir Solène dans l'équipe. C'est le gros. C'est l'atout 2021. C'est ça. C'était peut-être moins le cas il y a 20 ans, mais aujourd'hui c'est nécessaire. C'est nécessaire. Alors moi, à l'inverse, je suis très très nul. Faut savoir utiliser les forces de chacun. Exactement. Dans le bon domaine. C'est ça. Moi, je suis pas du tout réseau, je suis pas PC du tout. Quand je tape mes fiches techniques, elles se marrent à chaque fois parce que je fais des fois, je tombe de tout. Je dis qu'est-ce que j'ai fait. Donc non, je suis pas. Moi, je suis toujours à l'ancienne, le papier, le crayon. Et puis ça marche bien. Mais bon, c'est ce qu'on dit toujours. Une bonne équipe, finalement, c'est compenser. Elle compense ce que j'ai pas et j'essaie de compenser ce qu'elle n'a pas, en sachant qu'elle a beaucoup plus de talent que moi, évidemment. Ce qui m'a motivé par rapport au fait de venir t'interviewer aujourd'hui, c'est qu'on s'est connus en off, dans un autre contexte, et le peu d'échanges qu'on a pu avoir m'a vraiment intéressé, parce qu'on a parlé un petit peu de ton parcours, de ton aventure avec le Marius, mais je sais qu'il y a eu d'autres choses avant, etc. J'aimerais bien, si tu es OK, qu'on parle justement de toi plus petit, enfant. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui t'a amené à ça? J'imagine que tu as eu... Enfin, je sais que tu as eu différentes expériences. C'est vrai. Pour commencer, j'aimerais bien savoir, tout petit, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont inspiré? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont donné envie d'aller plus loin? Ou au contraire, est-ce que tu as senti des freins sur certaines choses? Est-ce qu'il y a eu des boosters? Est-ce qu'il y a eu des freins? Et aujourd'hui, comment tu les perçois? Alors, tu as raison. C'est vrai que j'ai eu un parcours un peu différent. J'ai pas pour dire, juste pour... on reviendra dessus, mais j'ai passé mon CAP à 40 ans de cuisine. Donc évidemment, il s'est passé du temps avant. Et concernant l'enfance,
J'ai des parents sur une classe moyenne, un père ingénieur et une maman éducatrice spécialisée, frères et sœurs. Et ça a été un peu compliqué pour moi petit, voilà, à vrai dire, parce que c'était, voilà, sûrement, j'ai pas d'explication là-dessus, mais j'ai 13 mois de différence avec mon grand frère. Mmh. Donc souvent, quand on arrive avec 13 mois de différence, je dis pas qu'on n'est pas voulu, mais on sait que... c'est peut-être pas prévu aussitôt. Voilà, c'est ça. En étant parent, et j'ai 5 enfants, donc je sais de quoi je parle, c'est vrai qu'on aime bien... moi, j'ai toujours des espaces entre les enfants. Donc on sait qu'on a 13 mois, et voilà. Donc il y a toujours eu des choses très compliquées, surtout avec mon père. J'ai eu une enfance pas simple, on va dire. Voilà. Je ne l'ai pas vécu comme un long fleuve tranquille. Et ça a été, tout au long de ma vie, je me suis toujours posé la question, pourquoi ? Et je crois que c'est le fil conducteur de toute ma vie, parce que j'ai toujours aimé comprendre. Au final, j'ai été tout petit bercé à « je comprends pas » et j'ai pas d'explication. Et sur les comportements des gens, peut-être. Ouais, sur les adultes, vis-à-vis de moi, mon père, ma mère, j'ai trouvé tout était injuste. Je comprenais pas. Et c'est vrai que je me sentais finalement enfermé, incompris, et du coup j'ai développé une très grande liberté, très 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 jeune. Très très jeune. Mais quand je dis très jeune, c'est des 3 ans, des souvenirs où je peux m'aventurer sur les quais là et partir tout seul à 3 ans jusqu'à la Noël-Veillard. Et donc mon grand-père croit que je suis mort noyé, les pompiers viennent, et parce que je me sens libre et j'ai besoin de liberté parce que je suis étouffé sur une incompréhension. Je pense et c'est sûr, j'étais un petit garçon hyperactif. Il fallait toujours que je bouge, que je comprenne, que j'essaie, que voilà, et il fallait que je comprenne toujours. Et du coup, de cette incompréhension, j'ai été mis un peu à l'écart. Je l'ai ressenti comme ça et que ça a été compliqué avec mon père, très compliqué. Et donc voilà. Et au final, mais ça, on l'apprend plus tard. Et du coup, j'ai voulu être très vite libre. Donc, je l'ai été très très jeune. Et donc, j'imagine que ça a aussi un impact, on va dire, sur ton parcours scolaire. Le sujet de l'école, moi, m'intéresse beaucoup, depuis que je suis papa aussi, et j'ai creusé le sujet. Comment ça se passait pour toi ? Et quand tu parlais d'avoir envie d'être libre tôt, est-ce que tu as voulu te sauver aussi de l'école rapidement ? Oui, bien sûr. On va dire que j'avais le profil type du mauvais élève. J'étais au fond de la classe, et on me dit toujours, Agila, il a des facilités, donc il fait rien. Et donc finalement on mettait, c'est un petit peu comme si on chargeait une mule et on disait c'est une mule, donc de toute façon on n'en fera pas un cheval de course. Et donc, mais on ne sait pas si ça peut être un cheval de course, mais Gilda, il est et je me suis finalement de mettre dans cette case-là, je me suis vite rendu compte que j'arrivais à comprendre vite et que sans effort, j'arrivais à réussir. Donc ça veut dire que j'avais peut-être des facilités sur certaines choses, surtout en mémorisation, comme on peut faire aujourd'hui, moins visuel, parce que comme évidemment j'étudiais pas, j'ai jamais ouvert un bouquin, donc j'avais pas besoin, parce que d'écouter en cours, par contre j'étais un bon élève, j'ai jamais été un insolent, et donc d'écouter en cours me suffisait à comprendre, et que j'avais pas besoin d'ouvrir le cahier pour finalement apprendre ce que je savais déjà. C'était une perte de temps, voilà. Et c'était surtout ça, c'est que c'était une perte de temps, et que j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de m'évader, sortir, prendre mon vélo, aller voir des copains, faire autre chose. Parce que ça, je l'avais déjà acquis et que j'en avais pas besoin. Et donc, j'aurais pu être sûrement un très très bon élève, mais on m'a pas dit que je pouvais être un très très bon élève. On m'a pas donné l'envie d'être un très très bon élève. D'accord. Donc, ça me plaisait, moi. Je franchissais les étapes à chaque fois, tout allait bien. Et ce qui a effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, déclenché, c'est ma grand-mère. Ah oui. Ah oui. Ma grand-mère, donc, qui tenait la poissonnerie du Maule, qu'on a repris petit restaurant avec mon épouse. C'était la poissonnerie de ma grand-mère avec mon grand-parent. Alors l'histoire, je l'ai déjà répétée. Et ma grand-mère, 1910, mon grand-père, 1900. Donc ça devrait être mes arrière-grands-parents et c'est mes grands-parents. Donc on a beaucoup de générations d'écart. Et elle est élevée dans un autre monde. J'imagine. Dans un autre monde. Et c'est vrai qu'elle est née dans le rigueur, le travail, le respect, le goût de l'effort. Voilà. Et elle m'a, sans le vouloir, mais en me répétant les choses, elle m'a insufflé finalement une force.
une force de me dire que le travail, il n'y a que le travail qui paye. Il n'y a que le travail qui paye, rien d'autre. Elle me disait, finalement, j'ai poursuivi mes études, je suis allé jusqu'au bac, j'ai fait un BTS, et puis après, j'ai eu d'autres diplômes derrière. Et elle me disait toujours, si tu remontes pas tes manches tous les matins, tu peux avoir un bac plus 12, être docteur en philosophie, si tu remontes pas tes manches tous les matins, tu gagneras pas ta vie. Et au moins, tu seras pas fier de ce que tu fais. Parce que tous les matins, il faut se dire, on va au travail, et on relève ses manches, et on gagne ce qu'on mérite chaque jour. Et voilà, à chaque jour, ça peine. Et j'aime bien cette expression parce que ça veut dire plein de choses. C'est-à-dire que demain, on a oublié ce qu'on a fait la veille, entre guillemets, on avance, et on avance. Et ma grand-mère, et j'aime bien parce que son surnom, c'était la dure. Donc ça veut dire que c'est un vrai surnom, c'est-à-dire qu'elle était dure avec elle-même, mais pas du tout avec moi. Moi, c'était tout l'amour que j'avais pas réussi à avoir finalement, sans jugement de mes parents, et je porte pas de jugement. C'était ton ressenti. Parce que j'ai appris avec le futur, j'ai appris plus tard que, et on discutait tout à l'heure, j'avais pas un livre qui me disait comment être un bon père. Alors, si j'en ai voulu pendant des années, j'ai appris en étant père qu'il a fait avec les armes qu'il avait. Et je me suis retrouvé confronté en me disant quel père je vais être. Et voilà, et c'est à ce moment-là, finalement, que j'ai compris qu'il n'y avait pas un livre qui disait comment être un bon père ou un mauvais père, ou un très bon père ou un très mauvais père. Et qu'on faisait avec les armes qu'on avait au moment où on avait cette, entre guillemets, cette décision à prendre d'être parent et cette naissance qui arrivait. Et on se dit, mais comment on va faire ? Et du coup, peut-être de la colère que j'ai pu avoir enfant, adolescent et jeune adulte et adulte, j'ai appris à pardonner. Ok. Et parce qu'il fallait avancer. Et que j'ai appris que pardonner, c'est commencer à avancer. Parce que tant que tu restes dans la colère, ouais, c'est ça. Ça te freine. Ouais, complètement. On traîne des choses derrière soi et on avance beaucoup moins vite, finalement. Et ça, je l'ai appris. Donc pour parler de l'enfance, et à l'inverse, ma grand-mère, elle ne prenait pas son rôle de maman parce que c'était pas... Pourtant, c'était ma maman de cœur, vraiment. Ouais. C'était ma maman de cœur. Je l'ai jamais appelée maman. Je l'ai toujours appelée mémé, même. Ouais. Mais c'était ma maman de cœur et je lui ai jamais dit, elle m'a jamais dit mon fils. Mais c'était ma maman. C'était implicite. Ouais, mais par contre, elle a jamais fait mon éducation. C'est-à-dire que ça a toujours été que du bonheur. C'était que de l'amour. Alors que je savais qu'elle était très dure avec sa fille, ma mère. Mais moi, elle avait connaissance de tout ça. Elle savait dans quel contexte moi je vivais ma jeune enfance. Et elle me donnait que de l'amour. Et elle me portait jamais de jugement. Et pourtant, je sais, je faisais des bêtises. Parce que quand on est libre à très jeune, on fait surtout beaucoup de bêtises, entre guillemets. On apprend la vie. Considérées comme des bêtises. On apprend la vie avec ses expérimente. Exactement. Et quand on expérimente, de temps en temps, on fait des bêtises. Et du coup, elle portait pas de jugement. Elle me disait, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien. Et je lui disais tout. Et je disais, là, je crois que je fais une bêtise. Elle me disait, oui, là, c'est pas bien. Donc, tu vas être excusé parce que ça, c'est important. Parce que assumer, c'est... Il y avait une vraie relation de confiance. Donc, au final... Vraiment. Ouais, vraiment. Je pense que ça a été la personne... On va dire, s'il y a 2-3 personnes dans ma vie... ça a été la personne de jusqu'à 27 ans quand elle est partie. Elle est partie en 2000. La plus importante de ma vie. Voilà. Elle m'a guidé sur le bon chemin. Je sais que j'aurais pu partir sur la colère. Ouais. Et elle m'a guidé sur le bon chemin. Voilà. Sur le chemin du travail, de la réussite, on se satisfait de ce qu'on a. Et que c'est pas grave parce qu'on peut être chanceux, et on en reviendra sur, par exemple, le restaurant, et de se dire, c'est quoi l'essentiel de la vie ? Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Elle t'a guidé vers la réussite. Et je voulais te demander, pour toi, ça veut dire quoi réussir ? C'est quoi la réussite ? Chacun a sa définition, on est bien d'accord, mais en ce qui te concerne... Et puis, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi aujourd'hui ? Est-ce que tu as l'impression que ce sera plus tard ? Enfin, t'en es où par rapport à ça ? Alors, c'est une bonne question. Mais quand je dis très jeune, je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Mais peut-être à 5-6 ans déjà. Ah ouais ? Je me posais la question, c'est quoi ma vie ? Qu'est-ce que je vais être ? Comment je vais être ? Et elle m'a appris à aller chercher ce que je voulais. Donc, tout en sachant qu'elle ne possédait pas grand-chose, parce que c'était une poissonnière. Mon grand-père était pêcheur. Donc, ce qu'on pourrait appeler des petites gens. Oui, il vivait chichement, quoi. Ouais. Et tout ce qu'elle avait, elle me le donnait. Ah ouais ? Donc, la réussite, je pense que moi, je l'ai cherché longtemps. J'ai expérimenté plein de choses. J'ai cru à un moment que c'était l'argent. Ouais. J'en ai eu beaucoup. J'ai bien gagné, très très bien gagné ma vie.
Et j'ai su que c'était pas ça. Donc j'ai cherché autre chose. Je me suis marié très jeune. Je pensais que, n'ayant pas trop de famille, il fallait me marier tôt. Il fallait que je construise ma propre famille. Oui, tu avais quelque part besoin peut-être de combler cette partie-là, en fait. Bien sûr. Donc je me suis marié à 20 ans. Et sauf que je pensais que c'était fait. Voilà, comme j'avais appris, c'était fait, je m'étais marié, c'était la suite logique finalement. Tu avais coché la case. Ouais, c'est ça. J'avançais, je suis allé à autre chose. Et sauf qu'on a fait des enfants, mais j'avais oublié qu'il fallait aimer. Ouais, c'est ça se nourrit tous les jours en fait. Ouais. Il fallait vraiment être amoureux. C'est pas juste d'avoir des enfants, il fallait être amoureux. Donc ça j'ai eu un constat vite que du coup, il y a eu la perte de ma grand-mère qui a changé beaucoup de choses. Ouais, bah j'imagine. Parce que là, du coup, j'ai compris que je perdais peut-être la seule personne que j'aimais. Et que j'ai été à la recherche constante après du bonheur. Pas de la réussite, du bonheur. D'être heureux, épanoui et de savoir ce qui pouvait me rendre heureux. Est-ce que tu commences à entrevoir ce qui te rend heureux ? Pour toi, ça veut dire quoi maintenant, être heureux ? Ah oui, et si je mets la réussite, aujourd'hui, ma plus belle réussite, c'est mes enfants. Ouais. Ah oui, évidemment. C'est pas Marius. C'est évident. Marius est un chemin sur la voie du travail, mais qu'aujourd'hui, je sacrifierais pas ce que j'ai, c'est-à-dire ma femme, mes filles et mon fils. Jamais. Jamais. De toute façon, chaque décision qui est prise ici, c'est le clan, la famille qui la décide. C'est la définition. Je suis le chef de famille. Ouais. Moi, je m'affirme. Alors, on parle d'équité, entre guillemets. Moi, j'assume mon rôle d'homme et de chef de famille. J'ai des responsabilités qui m'incombent. Je dois être fort pour ma femme, je dois être courageux. Tout ça, je sais que ça m'incombe et je l'accepte et c'est ma mission. Et mes parents, on partage, on prend toutes les décisions à deux. Les enfants, ils sont toujours au courant. Nous, on travaille très tard le soir. Les nounous prennent presque 80% de notre vie chez nous. Mais c'est un choix ensemble. On fait toujours ce choix ensemble. Et qu'aujourd'hui, la réussite, elle se fait. Et ma réussite, c'est eux. Aujourd'hui, je suis un homme heureux, chanceux, je le sais. J'ai de la chance. J'ai une femme que j'aime plus que tout, des beaux enfants, et qu'il n'y a rien qui pourrait remplacer ça. Rien. Ouais. Et que du coup, je pense qu'en ayant trouvé l'apaisement quelque part sur ça, j'ai été libéré d'autres choses et j'ai réussi à faire des choses différentes. Ma femme croit en moi. C'est ça qui a changé les choses. J'ai rencontré une femme qui a cru en moi et qui m'a dit « on fonce. T'es fou ? T'es complètement barré parce que reprendre le casino alors qu'on avait un petit resto de Vancouver, qu'on était tous les hivers à moins 50 000 €. Mais je lui dis, mais on en a discuté. Elle me dit, mais t'es fou. Et je lui dis, est-ce que t'en as envie ? Est-ce que tu crois que tu aurais la capacité de la tenir ? Moi, je sais que tu as la capacité. Mais est-ce que tu l'as ? Moi, je sais que je l'ai. Elle me dit, on y va. Et à partir du moment où elle m'a dit on y va, on a pris ces décisions à deux. L'ouverture s'est faite, les travaux, voilà, ça a été dur. Les ouvertures ont été dures. C'est difficile mentalement, on a 50 personnes à gérer. Ouais. Ça s'apprend pas ou c'est inné en nous, quoi, finalement. Mais qu'il y a des moments qui sont compliqués où on se dit on lâche. Et ça, c'est notre force avec mon épouse. C'est-à-dire que quand on dit on lâche, c'est juste pour dire parce qu'on sait qu'on a des responsabilités vis-à-vis d'eux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des responsabilités vis-à-vis d'eux. Et donc, on ne peut pas lâcher toujours. Pas parce qu'on est fatigué, qu'on en a marre, que c'est compliqué avec certains, avec d'autres, et on prend des coups tous les jours. Et on se dit, on le vend. Ben non, pas encore. Je fais un parallèle un peu avec la famille et le Marius. Tu parlais que ta plus grande réussite, c'était tes enfants. On en avait parlé aussi un peu. Pour toi, la notion de transmission était hyper importante. Ouais. Justement, par rapport à la gestion de ton équipe, de tout ça, j'imagine qu'il y a un petit parallèle avec le fait de les faire grandir avec toi, de les conduire quelque part, comme tu le fais avec tes enfants aussi. Enfin, ça se passe comment, un peu, justement, dans l'équipe Ouais, non mais t'as raison. Aujourd'hui, d'avoir 50 personnes, c'est pas anodin. Donc c'est plus qu'un restaurant, c'est une entreprise. Voilà, on a des managers, on a des seconds, on a des gens en apprentissage, on a des personnes qui sont pré-retraitées et qui travaillent parce qu'ils ont des compléments de salaire. Donc on a
On a un vrai panel de sociétal à l'intérieur, des gens qui ont fait des études, des gens qui n'ont pas fait, et que nous, on est à la tête de ça, et qu'on doit organiser effectivement le tout pour que tout fonctionne. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que quand je te dis ma réussite, elle est au niveau des enfants, et si aujourd'hui ma réussite professionnelle, elle n'est qu'à travers eux. Et je leur dis tous les jours, je suis le chef parce qu'il en faut un, parce que je pense que quand on mène un bateau, il faut un capitaine. C'est comme ça. Maintenant, on monte sur un bateau avec un capitaine autoritaire qui veut ou alors on monte avec un capitaine un peu différent, qui discute, qui partage des choses, qui essaye d'avancer avec eux ou pas. C'est la différence entre le chef et le leader, quoi. Celui qui tire vers l'autre, quoi. C'est ça. Des fois, on est obligé d'être le chef et de mettre un peu le poing sur la table parce que c'est nécessaire. Mais surtout d'être un leader pour eux, voilà. Pour que, à leur tour, si je peux être leur exemple, je serai fier. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Que finalement, je leur donne à leur tour peut-être une chance que j'ai eue un jour de rencontrer quelqu'un et qui m'a donné ma chance, qui m'a laissé m'exprimer, qui m'a laissé travailler, qui m'a donné confiance, un peu comme ma femme, mais là, dans le milieu professionnel. Et aujourd'hui, je leur dis tous les jours, ce sont les cuisiniers de demain. Je ne suis pas le cuisinier de demain. Et je le sais. Moi, je le sais que je ne suis pas le cuisinier de demain. Je suis le cuisinier du présent, Marius, voilà. Mais que quand ils auront mon âge, j'espère ne plus travailler. Donc ça sera à leur tour. Et j'ai envie de leur inculquer ces valeurs, qu'aujourd'hui, la réussite, elle ne se fait que grâce à eux. Et qu'aujourd'hui, on dit toujours un chef de cuisine. Et ce monde a changé, je pense. C'est une équipe de cuisine. Ouais. C'est une équipe. Voilà, c'est une équipe. Si demain, on devait avoir une grande distinction, j'irai jamais la chercher seule. Parce que je la mérite pas seule. Parce que seule, j'y arrive pas. Je peux pas y arriver. C'est plutôt une belle chose de se rendre compte de ça. Ouais, mais parce que elle est vitale finalement. Elle est vitale. Et souvent on me dit, là en ce moment on se booste. On se booste. Ils me connaissent donc ils savent que je suis un peu fou et il y a. Ça, ils ont pas trop peur. Non, un peu des fois. Et ils se disent, avec le Covid, je pense que le Covid a fait du bien. Il y aura du bon. Dans cette pandémie, d'avoir fermé, il y a eu du bon. Et là, il me dit, chef, pourquoi pas un deuxième Marius ? Ah ouais ? Et il n'est pas fini. Ouais, c'est ça. C'est que déjà, le projet Marius 1 est pas... Là, il est fini dans ma tête. Oui. Et dans la tête de Solène. Donc, pour nous, il est fini. D'accord. On sait où on va aller. Et on ira, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il en coûte. Toujours. Parce qu'on a fait des promesses. Et ça, c'est super important. Quand on dit quelque chose aux gens, nous, on a promis au Porniquet un établissement sur 3 étages, avec un gastro, entre guillemets, une partie événementielle bar et une partie brasserie. On a fait cette brasserie. Les travaux vont voir le jour sur le premier étage, là, pour l'été. Et il nous restera la partie du... Mais nous, on sait où on va. Nous, on a déjà tout calé. Et la réponse que j'aurais toujours faite, j'ai dit, ça dépend pas de moi. Ça dépend que de vous. Ouais. C'est les hommes qui font les affaires. C'est pas un homme qui fait les affaires. Un homme et une femme. C'est pas moi et Solène. C'est vous. Est-ce que vous, ça vous intéresse ? Est-ce que vous avez envie de changer de vie ? Est-ce que vous avez envie de rêver ? Ça m'intéresse. Et justement, sur cette idée de travailler en équipe, et en même temps, je vois à quel point il y a eu quand même un certain souci du détail, même pour la décoration, dans les plats, dans ce que vous faites à chaque fois. Est-ce que tu n'as pas rencontré de difficulté à déléguer certaines choses ? Parce que je sais que des fois, quand on est un peu perfectionniste, des fois de lâcher certaines parties, ça peut être compliqué. Moi, je le ressens à mon petit niveau dans mon entreprise. Est-ce que tu as rencontré ces difficultés-là de laisser faire les autres sur certains points ? Bien sûr, évidemment, parce que, comme je te disais, il y a des choses qui arrivent à tout âge. Au début, tu as la sensation que tu as la connaissance, tu penses avoir le savoir, mais tu ne l'as pas. Ça, tu le sais que plus tard. Tu ne sais pas grand-chose. Et du coup, tu as envie qu'ils travaillent avec la même énergie que la tienne. Et donc, du coup, évidemment, c'est impossible, parce qu'on est tous différents, inégaux, tous. Et du coup, comme c'est ton établissement, dans ta vision des choses, tu veux, et du coup, tu comprends pas. Donc, tu butes, parce que vous m'avez pas écouté. Mais non, c'est moi qui n'ai pas écouté. Parce que je veux qu'ils travaillent comme moi. Mais ils pourront jamais travailler comme moi, parce qu'ils sont pas moi.
c'est je dois les amener à essayer qu'ils aient une vision différente. Mais juste ça. Une fois qu'ils l'auront compris, mais j'étais dans l'erreur, et je le sais aujourd'hui. Parce que j'ai donné des directives sans leur faire comprendre pourquoi je les prenais. Parce que pour moi, c'était une évidence. Quel était le sens qu'il y avait derrière Exactement. Et pourquoi tu le faisais, ouais. Exactement. Et j'étais toujours dans l'erreur. Et Marius, et entre autres cette pandémie, on est resté avec tous mes apprentis. Donc là, la moyenne d'âge en cuisine, elle était de 23 ans, et j'en ai 46. Donc ils ont 17, 16, 18. Et là, j'ai fait, je pense finalement, j'ai fait ma plus belle expérience professionnelle. Parce que les chefs, ils avaient 17 ans. Les chefs de cuisine avaient 17 ans, les gens mangeaient des bocaux, ils étaient peut-être contents ou pas contents, mais ils pensaient que c'était un chef. Non, c'était des gamins de 17 ans. C'est ma plus belle réussite du Covid. Franchement, ouais. Et aujourd'hui, l'été, on m'a dit, chef, qu'est-ce qu'on fait? On fait des chefs de partie, ils avaient peur. Ils nous reprendre des chefs de partie, parce que l'année dernière, on en avait 6, on a fait une grande réunion. Bah, je lui dis, on n'a pas besoin, les gars. Qu'est-ce que tu entends par des chefs de partie? Alors, parce que j'ai pas tous les vocables. Ouais, pardon. C'est vrai que du coup, en cuisine, en gros, il y a un chef, il peut y avoir un second. D'accord. Et derrière, il y a plusieurs parties. Donc, il y a la poste chaud, poste garde-manger, donc le froid, poste dessert, poste garniture, poste poisson, poste viande, poste sauce. Donc après, on met des chefs de partie. Ok. Et après, on met des commis ou des sous-chefs de partie. Après, on met des commis, premier commis, deuxième commis. Et après, on met des apprentis. Donc, c'est très hiérarchique, c'est très militaire. Hein. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Escoffier, qui a créé la cuisine moderne, était un ancien militaire. Et donc, il fallait finalement... pourquoi? Parce que quand un ordre est donné de là-haut, il est non négociable et non discutable. Ok. On applique. Pourquoi? Très bien. Pourquoi? Mais tout simplement parce que quand c'est pas bon, c'est toujours la faute du chef. Oui, c'est toi qui as la responsabilité finale, quoi. Toujours. Donc derrière, si la décision n'est pas bonne, on doit prendre ses responsabilités. Je suis désolé, madame, c'est de ma faute. Même si vous n'avez pas été en cuisine ce jour-là, c'est de votre faute. Parce que vous n'avez pas su. Ouais. Vous n'avez pas su transmettre le bon message. Ouais. Et que du coup, c'est cette responsabilité qui vous être chef de cuisine, en tout cas, dans les compétences d'un chef de cuisine, c'est aussi important de savoir cuisiner que de savoir manager, quoi. Oui. Ah, manager, cuisiner, compter aussi, hein, parce que compter, c'est super important, c'est la réussite d'une affaire. Et voilà, donc c'est tout ça qu'on doit leur apprendre. Et aujourd'hui, donc ils m'ont dit, chef, il nous manque 5 chefs de partie, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, on les a trouvés, les gars. Il me dit, on les a trouvés, j'ai pas vu de personne à l'essai. Et je dis, regardez-vous. Vous êtes à l'essai depuis 1 an, quoi. Vous y êtes. Alors, vous y êtes pas, je vais pas vous dire que vous y êtes, mais vous l'avez fait et moi je crois en vous. Donc là, c'est le gros pari de cette année. Ouais. Je leur donne plus de responsabilités pour qu'ils grandissent peut-être un peu vite. Mais finalement, pour certains, ça fait 3 ans qu'ils sont professionnels. Et on doit, à un moment, c'est bien beau la confiance, mais il faut montrer qu'on a confiance en eux. Et donc pour eux, c'est une grande gratitude de les mettre à un poste où jamais ils auraient espéré être à un poste. Donc à mon rôle après de tempérer et de dire c'est bien, il y a encore une grande marge de progression. Mais dans l'encouragement, vous l'avez fait, les gars. Vous avez 16, 18, 17 et vous l'avez fait. Donc si on l'a fait une fois, on peut le refaire mieux demain. Ouais. Et du coup, j'essaye de leur ouvrir des choses un peu différentes. Et du coup, l'apprentissage et la transmission, comme on disait. Je me découvre dans cette transmission. Et je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à transmettre parce qu'ils sont à l'écoute. Plutôt que quelqu'un qui vient pour de l'alimentaire, eux, ils viennent pour de la formation. Ouais, bah oui, le rapport n'est pas du tout le même. Non. L'investissement n'est pas le même non plus, j'imagine. Non. Et du coup, ma parole, elle est forte. Je sais que du coup, je suis leur super-héros. Parce que j'ai la chance d'avoir un peu de connaissances. Et que du coup, à chaque fois, ils me disent, oui, mais avec vous, chef, quand vous êtes là, il ne peut rien arriver. Et ça, c'est un vrai gage de fierté qu'ils ont vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que quand je suis là, il ne peut rien arriver. Le chef est là. Comme dirait un certain super-héros, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est vrai que je dois voilà, donc des fois, et c'est là où j'ai envie qu'ils aillent demain, parce que ce que je vis aujourd'hui avec eux, c'est au-delà d'un travail récompensé par une somme d'argent. Oui. C'est des armes, c'est des outils pour plus tard aussi pour eux, quoi. Ouais, c'est incroyable. Et dans l'équipe, je suis fier de le dire, j'ai un Bangladais qui est réfugié et qui vient, et j'ai une personne du Sierra Leone qui parle au début pas très bien français, que ce soit des immigrés politiques ou climatiques. Ouais. C'est pas simple dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend. Et moi, c'est mes grandes réussites. Barbège et Richard, aujourd'hui, sont des jeunes extraordinaires.
d'intégration, d'application au travail. C'est des modèles, franchement. Mais c'est même des modèles pour moi. Moi, j'ai mon fils qui est avec moi en cuisine. Et même pour eux, parce ils ont rien. Et je leur dis toujours, attention les gars, ils vont vous manger. Parce qu'ils ont une rage. Ils savent d'où ils viennent. Mais c'est peut-être un parallèle hasardeux, mais tu te reconnais un peu l'annonce dans cette rage que tu pouvais avoir initialement, en fait. Mais complètement. Ouais. Complètement. Mais du coup, je trouve que c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui, dans notre époque. Moi, quand j'étais petit, on disait toujours, c'était un mot qu'on n'utilise plus, mais un self-made man. Fait par soi. Exact. Fait soi-même, quoi. Un autodidacte. Et une réussite, il a commencé quoi ? Il était tourneur-fraiseur et il est milliardaire. Moi, ça m'a fait rêver. Pas le fait d'être milliardaire, le chemin parcouru. Ouais, c'est ça. C'est le chemin qui m'intéresse. C'est pas le bout du chemin qui m'intéresse. C'est le chemin à parcourir pour arriver là. C'est-à-dire l'aventure humaine incroyable pour arriver là où il arrive. Et du coup, je leur dis tous les jours que moi, si aujourd'hui on est là, et ça représente quelque chose, parce que c'est pas que des paroles. Ils voient le bâtiment, ils voient les travaux avancer, et ils pensent tous que je suis millionnaire. Alors je leur assure, je leur dis tout de suite, quand vous verrez l'Aston Martin devant, je serai millionnaire, mais tant que vous la voyez pas, j'ai une Smart, vous ne tracassez pas sur l'argent. Et du coup, mais je leur dis, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Parce que j'ai aucun talent. Et ça, je le sais. Aucun talent. Ouais, non, ça... moi, j'ai aucun talent. Moi, j'adore Jacques Brel. Ouais. J'adore Jacques Brel, et Jacques Brel l'a dit. Le talent n'existe pas. Et je crois que le talent n'existe pas. Je suis convaincu sur ces paroles. Ouais, je crois que il disait, il n'y a pas de talent, il y a que des gens qui sont feignants. C'est-à-dire que c'est que le travail qui paye. Ouais, ça. C'est-à-dire qu'on a des aptitudes. Alors ça, j'y crois. Évidemment, quand on est en Syrie et quand on est dans le 15e ou le 16e arrondissement, on a des chances, avec 2 parents qui sont ingénieurs, évidemment. On a des facultés différentes. Mais ça, c'est pas du talent. C'est comme ça. Il y a des gens qui ont des facilités. Je pense que Usain Bolt avait plus de facilité aux 100 mètres que moi. Il avait des compétences physiologiques particulières, ça, mais c'est sûr. Sans travail, oui. Il n'en serait pas là aujourd'hui. Sans travail. Et là, aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime vraiment ce métier. Parce qu'il n'y a pas de triche. On ne peut pas tricher en fourneau. Si on n'est pas bon au feu, au chaud, si on n'est pas bon dans ses préparations, si on n'apprend pas à goûter, et qu'on goûte pas, on travaille pas, il n'y a pas de résultat. On n'est pas des magiciens. Et que ça, un jeune Bocuse à 16 ans, pourtant j'en ai eu des... Bocuse, il a existé que plus tard. Et ce que je veux dire, c'est que le temps fait la sagesse fait les choses. Et que le travail. Et ça, et c'est drôle parce que j'ai vécu une jeunesse où j'étais pas paresseux, mais je pensais que j'avais pas le temps à apprendre. Ça m'apportait rien. Je voulais comprendre plein de choses, mais les livres, les bouquins, aujourd'hui, je lis beaucoup. Mais quelque part, t'avais pas trouvé j'avais pas compris de motivation. Ouais, c'est ça. Et puis on a tous besoin de médias différents pour apprendre. Certaines personnes, ça va être les bouquins, d'autres, ça va être l'écoute, d'autres... Malheureusement, on va dire les cursus actuels sont assez standardisés, donc soit on rentre dedans, soit on rentre pas. Et quand on rentre pas, on arrive presque à nous convaincre qu'on n'est pas doué ou qu'on est bête, etc. Mais je suis convaincu que c'est juste qu'on n'a pas trouvé son moyen, son média pour avancer, en fait. C'est exactement ça. Et moi, là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, Jordi, vous vous rendez pas compte. Alors j'ai l'impression que tu es un vieux con à dire ça, mais de la chance extraordinaire que vous avez à posséder quelque chose qui fait 12 cm² dans votre poche. Nous, avant, il fallait que nos parents achètent des encyclopédies, il fallait qu'on aille à la bibliothèque. C'est ça. Non mais c'était dingue quand je voulais une information. Là aujourd'hui, à n'importe quel moment où vous vous situez sur presque la planète entière, vous pouvez rechercher une information. Je vais rebondir sur un sujet aussi qui, moi, peut des fois me faire rencontrer des difficultés, c'est la gestion du temps. Quand on mène de front pas mal de choses. Ouais. Et, Marius, comme tu l'as dit, c'est une entreprise. Il y a plein de choses à faire différentes. Tu disais que tu avais des journées très très longues. Est-ce que tes journées sont longues parce que tu as toujours envie d'en faire plus ? Est-ce que des fois tu as l'impression de courir un peu après le temps ? Est-ce que tu as éventuellement trouvé des choses et tu as mis en place des choses qui te permettent de bien gérer ton temps ?
Ouais. Alors après, je suis passé pour un fou, hein, mais c'est pas grave. Vas-y. Tout est bon à prendre. Je me suis rendu compte très très vite que du coup, une information donnée, elle pouvait être retenue très longtemps dans le temps. Voilà. Par expérience, pour ça que je note rien, je retiens toute tête. Avec mon épouse, on a fait une expérience sur 2-3 ans où on est capable de prendre une commande de 32 de tête. Entrée, plat, dessert, fromage, tout ça. 32 personnes ? Ouais. Ok, tu peux lancer aussi un spectacle de mentaliste alors. C'est Donc, ce qui veut dire que du coup, on a tous une faculté, effectivement, d'enregistrement. Le tout, c'est de le mettre dans un endroit bien précis et de fermer ce tiroir. Moi, je dis c'est comme un grand vaisselier avec plein de tiroirs, un truc à épicerie, là. Et du coup, il faut juste ouvrir, mettre l'information, la fermer. Et quand tu as besoin de reprendre cette information, tu l'ouvres et tu la pioches. Tu sais où aller la chercher, quoi. Et tu sais où aller la chercher. C'est un travail que je fais depuis que je suis très très petit. Intuitivement, en fait, tu utilises... On est tous comme ça. C'est justement les mentalistes qui parlent de ça, d'avoir un palais mental. Ouais, je sais pas. D'avoir en fait son truc à soi, son endroit Exactement. dans sa tête. Et on sait à chaque fois qu'on va aller positionner des choses et on va aller à chaque fois les repiocher. Donc, c'est vrai que nous, en général, on commence une autre journée, on se lève à 8h, 7h30, 7h30, et on se couche à 3h du matin. C'est une journée classique. D'accord. C'est une bonne journée de travail. D'accord. Et quand c'est pas 4, parce qu'on se décompresse le soir, on regarde un petit truc à la télé, puis on regarde l'heure, on dit waouh, 4, allez, on a 3 heures à dormir. Donc effectivement, on pourrait penser qu'effectivement, pour avoir une telle amplitude horaire, c'est qu'on court tout le temps. Et moi, j'aime bien à dire que je prends toujours mon temps. Ok. C'est-à-dire que si tu viens et tu me dis Gilles, et je te vois, on boit un café. Parce que je prends toujours le temps. Oui, d'ailleurs, si on peut faire cette interview aujourd'hui, c'est que... J'ai plein de choses à faire, ouais. Mais que je profite de tous les beaux instants. Donc, je sais pas ce que c'est que la pression. Mais ma femme te le dira. Elle me dit, t'es chiant parce que t'es jamais stressé. Et j'ai 1000 choses à faire. Mais je m'organise. D'être stressé, déjà, je sais que ça me mange de l'énergie à moi, mentale. Des mauvaises énergies. Donc, j'ai pas besoin d'être stressé parce que je sais que les choses, elles vont se faire. Et que si j'agis en fonction des épreuves qui arrivent. Donc, je vais pas anticiper. Parfois, certaines personnes te diront, c'est plus fort que moi, je stresse quand même. Est-ce que, éventuellement, tu as des choses qui t'ont permis de relativiser? Est-ce que tu as des outils ou alors il y a des expériences qui t'ont fait... La première chose que je fais... Alors après, tous les deux, on est des hommes, donc on a une facilité à dormir, par exemple. Moi, je dors en 2 secondes. Je veux dire, faut pas faire de cliché, mais il s'avère que c'est vrai. Ma femme me dit, oh là là, je tourne, et toi, tu dors en 2 secondes. Par contre, avant de dormir, je me dis toujours, qu'est-ce que j'ai à faire, à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je fais à 8h, tous les soirs. Tu fais ton checkpoint, ta liste. Tous les soirs. Qu'est-ce que j'ai à faire demain matin, mes légumes, les commandes, ça dure 5 minutes. Et je me récite toute ma journée le lendemain matin. Ouais. Toutes. Après, j'ai mes croyances personnelles, je peux les dire, où je remercie jamais personne. Mais je remercie l'univers de me donner ce que j'ai. Et tu fais preuve de gratitude. Ouais, tous les jours, tous les soirs. Que mes filles aillent bien, que mes enfants aillent bien, que ma femme soit toujours allongée à côté de moi tous les soirs. Et après, je m'endors. Ouais, mais je pense que c'est une bonne chose. Hein, et je me dis vivement demain, toujours. Ok. Ouais, j'ai hâte d'être demain, tous les jours. Et je suis pas angoissé, même si des fois, il est arrivé d'affronter des choses pas agréables, et on le sait. Le lendemain est une journée difficile parce que je rencontre telle personne, ou ça nous est arrivé, on va au Prud'homme, par exemple, c'est pas simple d'y aller. Mais je me dis toujours, la vie va me réserver une belle surprise demain. Je sais pas laquelle c'est, mais vivement demain. Voilà. Intrinsèquement, t'as quand même... Je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que, aujourd'hui, mais comme on revient à ce que je suis un chanceux. J'aurais pu mal tourner, je le sais. Et du coup, aujourd'hui, je me considère comme un privilégié de la vie. Voilà. Mais je pense que... comme tu disais qu'il n'y a pas de talent... Ouais. À mon sens, c'est pas qu'il n'y a pas de chance, mais c'est que on prend soin ou pas de sa chance. Je vais m'expliquer un peu. Je tire ça de l'auteur d'une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bref.
Et quand on leur dit une série qui a très très bien marché, et on leur demande souvent mais comment vous avez fait pour... on dit on a pris soin de notre chance. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans la vie de chacun, il peut arriver des merdes, il peut arriver des bonnes choses. Mais si tous les jours tu donnes le meilleur de toi-même, même dans des situations anodines, même pour des trucs où fondamentalement sur le moment ça va pas t'apporter grand-chose, le jour où il y a quelqu'un qui vient de voir la bonne personne, si tu as toujours donné le meilleur, a priori ça va matcher plus vite. Il y a ce truc-là. Ou alors on va venir te chercher pour un truc que tu as fait il y a 5 ans. Et il y a 5 ans, tu aurais pu faire ça à la va-vite, mais au final, tu t'es donné à fond, comme si, là je peux parler de la vidéo, en fait, faire le montage d'un mariage, c'est un petit mariage, tu montes ça comme si c'était un film hollywoodien. Et un jour, il y a un mec qui voit ce film-là, qui va venir te chercher pour un projet plus gros, quoi. C'est ça. Si t'avais pas pris soin de ta chance, en faisant attention à tout ce que tu fais, ça n'arrive pas, quoi. Alors moi, je dis un peu différent, mais je dis la même chose que toi, je dis qu'il n'y a pas de hasard, que les choses, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver, parce que ça, c'est comme ça. Par contre, à toi de chercher, toujours de comprendre pourquoi ça... Et moi, toujours. Je comprends, j'essaie de... Et quand il m'arrive des choses, je dis, pourquoi maintenant ? J'essaye de toujours tirer le positif de tout et je lui dis, ok. Et où tu as raison, c'est-à-dire que si tu te donnes l'envie à chaque fois de faire les choses et que tu les fais toujours bien, que tu es toujours dans cet esprit hyper positif de faire les choses, un jour ou l'autre. Et ça, c'est une vérité absolue. Tu peux prendre tout... Si tu regardes des biographies de gens qui ont réussi, et moi, tout ça, ça m'intéresse. Et un jour ou l'autre, toujours, il y a eu cette envie de bien faire les choses. Peu importe ce qu'ils faisaient, ils les ont toujours bien fait. Effectivement, après, le parcours a été incroyable. Mais et du coup, de ne pas te dire « Ah ouais, mais non, là, ouais, mais là, j'ai pas le temps, ouais, je vais faire ça à l'arrache. » Non, ça, je sais pas faire. Ça, je pense que si vraiment, dans son quotidien, on se dit tout le temps « Je vais le faire à la va-vite » ou « Ça me gonfle » ou... Peut-être qu'il faut se poser la question de est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je fais la bonne chose, est-ce que ça me correspond vraiment. Si vraiment c'est extrêmement laborieux de te lever le matin, toi par exemple le soir de ne pas pouvoir te dire vivement demain, ça peut peut-être être intéressant de remettre en question ce qu'on est en train de faire et de savoir si ça nous correspond vraiment, quoi. Et je le dis à beaucoup de gens, des fois il faut juste ouvrir la fenêtre. Et on se dit waouh, mais j'habite dans un... Je suis pas objectif, hein. Pour moi c'est le paradis sur Terre. Tu vois le matin, je viens, même si j'ai dormi 3h30, j'adore voir les équipes. On arrive tôt, 8h30, 9h moins le quart, si on amène les filles à l'école, ça dépend si elles sont en vacances, mais en gros, en général. Et j'ai mes équipes qui sont en place, et je bois mon petit café, je me mets sur la terrasse. Et tous les jours, il n'y a pas un jour où je me dis waouh. T'es passé 50 000 fois devant ce bâtiment avec ta grand-mère. Ton grand-père, il venait de la pêche, t'étais tout petit, tu regardais ce bâtiment, tu disais waouh. Et là, tu dis, j'ai de la chance. C'est une belle journée. Et même s'il pleut, faut tout relativiser. Profitons un peu de ce qu'on a et arrêtons. Moi, j'aime bien l'expression vivons nos rêves et arrêtons de rêver notre vie, quoi. Et moi, si j'ai un secret, c'est ça. Je dis pas de tout lâcher, parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement... Je calcule beaucoup de choses, je les calcule entre guillemets. Est-ce que je mets personne en danger ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que je mets pas de personne... il y a des risques ? Je calcule toujours. Je suis très mathématicien à côté de ça. Voilà, j'aime les ratios, j'aime les statistiques, parce que il y a rien de mieux, c'est la réalité. Et beaucoup de gens me disent, mais là, comment tu fais cabillaud, dorade, saumon, tu perds, tu prends que des poissons frais, j'ai 0 perte. Parce que la statistique de la semaine, c'est la statistique de la semaine prochaine. Il me dit, mais c'est pas possible, il y a des clients qui me préfèrent dorade. Non, ça n'existe pas, ça. Oui, sur une journée, mais pas sur la semaine et pas sur le mois. C'est pas possible. C'est pile ou face. La statistique, tu peux le faire 12 millions de fois. Il y a un moment... 50-50. Et voilà, quoi qu'il arrive. Et tout est question de mathématiques et de statistiques. Et puis plus tu avances et plus tu as vu de clients, plus les stats sont précises, quoi. Exactement. et moi, je ne fonctionne que comme ça. Et je suis encore étonné quand des fournisseurs ils me disent non, bah alors là, on est en semaine, là, il y a 2 ans, il faisait beau, donc tous les 15 août, je sais. Je me dis, mais t'es un fou furieux, quoi. Je dis non, mais ça par contre, moi, ça me fascine. Je me dis, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Et donc voilà, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai pas de limite. Avec ma femme, on n'a pas de limite. Si on veut quelque chose, après, on n'est pas matérialiste, on aime ce qu'on fait,
et qu'on a envie et ça c'est incroyable, on a envie des mêmes choses au même moment. On travaille ensemble, on a la même vision du travail. Elle est aussi rigoureuse que moi, c'est-à-dire qu'elle est rigoureuse vis-à-vis de moi et je suis rigoureux vis-à-vis d'elle au travail, mais pas du tout dans la vie privée. C'est incroyable. C'est incroyable. Et le parallèle avec les enfants, dans la transmission, c'est finalement ça le plus dur. Parce que là, j'ai affaire à des jeunes adultes. Donc, qui pour la majorité, on va pas se voiler la face, j'ai pas de jeunes qui pourraient faire maths sup, maths spé, et qui ont été orientés en 3e sur une voie parce que est-ce que le lycée c'était pas trop envisageable, est-ce qu'ils allaient être sur une voie plutôt on pourra en rediscuter, mais voilà, ça c'est une réalité des faits. Aujourd'hui, si j'ai de l'apprentissage, ce sont que des jeunes qui ont été réorientés parce que le cursus scolaire n'était pas fait pour eux, entre guillemets. Ouais. Ça, c'est un grand débat, ça. Ça, c'est un grand débat, effectivement. Et, mais, donc, du coup, ils savent que... Je dis pas que c'est leur dernière chance, parce que, voilà, mais ils savent aujourd'hui que, du coup, il y a un diplôme, ils sont dans le monde du travail, et qu'ils ont une obligation de résultat. C'est contractuel. Un enfant, non. Ah non, non. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de contractuel du tout. Donc, tout ce que je viens de te dire, et pourtant, j'en ai 5, tous les jours, je me pose millions de questions, tout le temps. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai fait bien, finalement, de ne pas être trop dur, tout en sachant que si je suis comme ça aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'on a été très dur avec moi. Est-ce que je leur donne la même chance ? Et c'est... Ouais, c'est ça, parce que ce qui fait ce que tu es aujourd'hui, c'est ton passé. Exactement, je le renie pas. Non, mais puis c'est cette forme de dureté. Ouais. Mais tu es content de ce qui tu es aujourd'hui. Ouais. Et j'ai pas envie qu'elle vive la même vie. Cette question de... Mais que j'ai pas envie qu'elle vive la même vie. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'au final, elles vont atteindre les mêmes choses, etc., vu qu'il n'y a pas eu... Ouais. Exactement. Donc... c'est cornélien. C'est cornélien. Et c'est vrai que on a 2 enfants avec Solène, j'en avais 3 avant. Et j'ai pas de... Parce que, comme avec tous mes gars, ils sont tous différents. Et que le discours... Et j'aime bien ça, c'est la même ligne conductrice, mais que le discours, je l'adapte. Bah oui. Je l'adapte je pense que c'est nécessaire. Enfin, il n'y a pas un humain qui est pareil. Non. T'as beau avoir les 2 mêmes parents. Moi, j'ai 3 lardons, mes 2 grands, ils sont pourtant ils sont rapprochés. Hein. Ouais. Ils ont 1 an de différence et ils sont tellement différents. Ouais. Et tu dis bon bah voilà, il y a de l'inné, il y a de l'acquis. Et ce que je trouve hyper intéressant, mais aussi difficile quand on est parent, c'est que quand on pense avoir compris un mode de fonctionnement, c'est que lui il t'attend pas pour évoluer quoi. Complètement. Et tu dois constamment te réadapter, constamment. Je trouve que c'est pas le même cadre, mais c'est un bon exercice et ça t'oblige à être très très plastique, élastique dans ta tête et ça peut être hyper intéressant pas dans le reste du monde quoi. Ah bah complètement. Non mais la meilleure ressource humaine, ça reste les enfants. C'est évident quand on sait gérer et que on arrive effectivement à. Mais le problème c'est qu'on n'a pas d'objectif. C'est-à-dire que au travail, on peut se donner des objectifs. Ouais. Avec un enfant, quel est l'objectif ? C'est un individu. Peut-être que sa réussite pour elle, effectivement, c'est de cultiver 12 fleurs et 4 fraises, et elle est heureuse avec une yourte, et qu'elle va s'épanouir, et que ce sera la plus heureuse du monde. Mais que du coup, c'est pas ma philosophie. Ça demande énormément de résilience d'être parent. Ouais, énormément. Ouais. Maintenant, je pense quand même que l'exemplarité, elle est importante. Je pense. Et je le vois avec ma grand-mère, qui, pendant des années, c'est mon référent, moi. Et c'est vrai qu'il, pendant des années, m'a montré un chemin, sans forcément que je voulais pas forcément y aller, mais elle n'a fait que me le montrer, elle me l'a jamais imposé. Ouais. Et que c'est devenu comme une évidence à moi, parce que c'était le chemin, et que je me suis posé plein de questions. Et qu'au final, je me suis dit, mais t'es bête ou quoi ? Et tu as montré le chemin pendant des années, et toi, t'essayes de... Mais alors que c'est vachement plus droit. Et souvent, il faut soi-même avoir expérimenté, être tombé, ça te fait mal. Et souvent, je leur dis, nous, on est un peu... alors moi et toi, avec tes enfants, et moi avec mes gars et mes enfants, on est un peu les agriculteurs de la transmission, c'est-à-dire... Et
Et c'est-à-dire que tous les jours, on désherbe. Il faut labourer, il faut désherber. On essaie de sélectionner les meilleures graines. On essaye. On n'est pas sûr de... Voilà. On plante, on arrose, on irrigue. Et des fois, il n'y a rien qui pousse. Mais c'est pas grave. On recommence. On attend. On arrache. On recommence. Et peut-être qu'un jour, il y a une fleur. Et là, on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est ce que j'essaye de faire avec eux parce que, au final, je sais même pas s'ils seront cuisiniers demain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le discours que je leur donne, parce que plus que d'apprendre à les cuisiner, parce que je peux pas leur apprendre à cuisiner. Apprendre à cuisiner, c'est apprendre à comprendre ce que c'est qu'un palais, c'est d'analyser et c'est comprendre. C'est une philosophie, la cuisine. Après, il y a l'alimentaire qui fait qu'on cuisine à la maison. Et je vous dis, on a le métier le plus simple au monde. Arrêtez de penser qu'on était chef, on est le métier le plus simple. Ma grand-mère cuisinait, ton arrière-grand-mère cuisinait, ton arrière. Je veux dire, c'est un besoin vital, ça. Donc, je peux pas leur apprendre à cuisiner. Je peux leur donner des bases. Mais par contre, ce que je peux essayer de leur pour qu'ils comprennent pourquoi ça fonctionne, et ça fonctionne que s'il y a de la transmission, s'il y a une espèce de symbiose entre lui et moi. Je peux assaisonner à sa place, lui montrer, il va faire le geste identique. Mais si je change une chose, il va être perturbé parce qu'il n'a pas compris. Donc du coup, on n'aura plus le même résultat. Donc je peux pas en faire des cuisiniers. Par contre, dans la philosophie, j'essaye d'en faire des gens différents qui vont comprendre, qui vont savoir donner aux autres, parce que c'est que ça la cuisine. On ne mange pas, nous. On donne à manger aux autres. On mange jamais ce qu'on fabrique une fois. Donc c'est le grand rituel où on fait tous les plats, on goûte tous ensemble et tout le monde donne son avis. Mais du coup, ça arrive jamais. On mange là, je crois qu'on a mangé un poulet basquez, voilà. Et on ne goûte jamais les plats de la carte. Il est fait pour les gens qu'on reçoit. On fait un don quelque part en échange de l'argent, évidemment, mais plus que de l'argent. Et je leur dis, le plus beau pourvoir que vous pouvez avoir, c'est des gens qui viennent au pas et qui disent, messieurs, merci beaucoup, c'était super. Et je dis ça, tu peux mettre 100 € sur la table, tu peux en mettre 10 000, il n'y a rien qui s'achète. Ouais. C'est le cœur qui parle avec le cœur. Et du coup, vous devez le recevoir comme cœur. Et je pense que aujourd'hui, d'être un cuisinier, c'est d'aimer plus les gens que soi-même. C'est-à-dire qu'on a envie qu'ils passent un moment fantastique. Alors après, on a 150 couverts. Ouais. Donc après, il y a, là, du coup, professionnellement parlant, il faut qu'on rentre dans des habitudes, donc il y a une rigueur à avoir. Mais que l'essence, on doit faire, et je leur dis toujours, vous devez faire, quand vous faites un burger, vous devez le faire comme si c'était le dernier de votre vie. Et comme on disait tout à l'heure, vous devez faire ça, comme si c'était le dernier de votre vie. Vous y mettez la même intensité. Alors c'est pour ça que c'est épuisant au final, à la fin. Mais quelle gratitude à la fin de se retrouver une équipe. Et en plus, moi je suis sportif, de faire ça en équipe. Ouais. Donc la réussite, elle est commune. Mais je pense que la fatigue n'est pas la même quand on fait quelque chose, comme tu dis, pour lequel on peut être passionné, dans lequel on a du sens, etc. Je trouve que la fatigue, on se sent lessivé, mais comment dire, serein, posé, en fait, quand tout retombe. Après, j'imagine un gros rush ou ce genre de choses. Derrière, il y a une fatigue où on a l'impression d'avoir donné ce qu'il y avait à donner, quoi. Ouais, mais c'est un peu... oui, et puis, mais un peu comme un exploit sportif, finalement. Où quand on a la chance d'être dans une équipe où on a fait 4-5 ans, je dis pas que c'est des frères, je dis pas que c'est comme de la famille, mais il se lie quelque chose d'impalpable entre la famille, les frères, quelque chose de très fort, parce qu'on souffre ensemble. Et l'idée de souffrance, pour moi, elle est extrêmement importante. Parce que je pense que c'est c'est la souffrance qui amène la peur. C'est-à-dire qu'on a peur de souffrir, donc on n'y va pas. Je pense que ce que j'analyse rapidement, c'est que le fait d'en avoir chié un peu au début t'a permis de ne pas avoir peur de la souffrance. Exactement, de l'accepter. Et puis, je parle d'une souffrance autant physique que psychologique, c'est-à-dire d'oser sortir de cette zone de confort qui fait que ça étend de plus en plus, ton horizon est de plus en plus loin, en fait. Et qu'on sait qu'on tombe.
Et à la limite de souffrir, c'est pas grave. Ça te donne une indication. Enfin, faut le voir comme une indication, quoi. Évidemment. Parce que la souffrance, elle existe tous les jours autour de nous. Et qu'il faut pas avoir peur de ça. Il faut lui tendre la main, entre guillemets, pour essayer de changer les choses. J'ai la sensation que sans souffrance, tout stagne. Ah mais bien sûr. Ouais. Évidemment. Ça permet d'avoir des repères. Et du coup, on sait où est-ce qu'on doit aller. Et on sait que si on franchit le cap, on peut tomber. C'est pas grave de tomber. Parce que tomber, ça veut dire que du coup, on remonte. Une étape avant de réussir, quoi. Et que pour réussir, il faut tomber. Moi, je reste persuadé que pour réussir, il faut tomber. Parce que du coup, on sait comment ça fait d'avoir mal. Donc la prochaine fois qu'on tombe, on tombera différemment, ou on s'attachera différemment, ou on prendra des précautions pour qu'effectivement, parce qu'on n'est pas maso quand même, on n'aime pas tomber, pour que ça n'arrive plus. Donc, on apprend. Donc, on devient sage. La sagesse de savoir s'acquiert avec le temps. La connaissance, c'est tous les jours. Et c'est vrai que c'est cette notion, mais... et voilà. Et du coup, moi, c'est tout ça. Et aujourd'hui, si tu me disais la réussite, elle n'est que là. Parce que avec eux, je sais qu'on va faire des grandes choses. Mais pour eux. Alors pour nous, parce qu'on prend du plaisir à les faire. Et qu'aujourd'hui, c'est une grande chance d'avoir Marius avec mon épouse. On est très reconnaissants de la vie, du travail accompli, et que finalement, il y a des moments, et qu'il y a des moments où on était dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais on est au bout du tunnel, quoi. C'est fini, on arrête, on fait autre chose. Et que ça paye toujours. Et que ça paye, il faut serrer les dents. Il y a des fois, c'est dur, je le sais. S'il y a des gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est dur, on a envie de tout lâcher, on a envie de se dire, merde, ça vaut pas le coup, tout ça. Ça vaut toujours le coup quand on est un modèle pour ses enfants. Ça vaut toujours le coup de serrer les dents, parce qu'à la fin, ça paye. Et qu'à la fin, il y a des fois, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le travail accompli, la solution, c'est peut-être pas nous qui l'avons, et vous rencontrez quelqu'un qui voit votre courage et qui vous aide. Et que la vie est faite comme ça. Et que la vie est faite comme ça, et qu'il faut rien lâcher, jamais. Et que la vie, de toute façon, la vie est trop belle pour lâcher. Toujours. Ça vaut pas le coup. Bien, sur ces paroles magnifiques. Et finalement, tu vois, tu donnes en cuisine, mais là, tu as donné beaucoup de toi. Je te remercie énormément. Ben non, merci. Merci à toi. Je pense que je pourrais... Enfin, ce serait avec plaisir que je sois toute la soirée pour discuter autour d'un verre, peut-être, et continuer. Je regrette pas d'être venu. Non, c'est bien. Et puis, du coup, c'est bien parce que peu importe qui le regarde, aujourd'hui, on fait connaissance à travers cette interview. Ouais. Et je me dis toujours... moi, je suis un chef, Marius et tout ça, et les gens se donnent... jugent trop vite les gens, sans les connaître. Que j'ai pas le temps de dire qui je suis, parce que d'une, ça intéresse personne, à part mes enfants, c'est pour ça que je suis très proche de mon clan et de mes gars, parce que je suis très proche d'eux. Et que là, est-ce que je dois dire qui je suis ou d'être pudique ? Moi, j'ai pas envie d'être pudique, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas le temps. Et que si ça peut aider quelqu'un... Ouais, c'est ça. Et que je suis accessible à tout le monde, et que si... cette interview fait qu'il y a une personne qui a envie de discuter, je prendrai toujours le temps de discuter. Enfin, moi j'ai l'intime conviction, on n'est pas responsable de ce qu'on provoque chez les autres. Oui, tu as raison. Si ça l'encourage, si ça amène quelque chose, tant mieux. Oui. Si ça amène de l'amertume ou autre, espérons que cette personne se rende compte un jour qu'elle est responsable de ce qu'elle ressent et que peut-être ça vient toucher en elle quelque chose qui lui est pas agréable, mais ça lui appartient. C'est ça. Et voilà. C'est vrai, tu as raison. Non, mais tu as complètement raison. Donc moi, j'aime les personnes qui savent parler de ce qu'ils sont, qui savent parler autant de leurs défauts que de leurs qualités. C'est important de savoir parler de ses qualités, d'en avoir conscience. Et si la personne en face a l'impression qu'on se la pète, c'est peut-être qu'elle a du mal à voir ses qualités. Donc je lui souhaite qu'elle puisse voir ses qualités un jour. T'as raison. Non, mais c'est évident. Merci beaucoup à toi de m'avoir écouté. Infiniment. Et puis d'avoir partagé ce moment délicieux. Merci à tous d'avoir écouté. Ouais. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Salut. Salut. Parfait. Merci beaucoup. Je t'en prie.